2009, Franck Riester, député UMP, rapporteur de la loi adoptée à l'Assemblée nationale, avertissait en ces termes les internautes pirates. Une des conséquences, c'est que à partir du moment où la sanction sera plus dissuasive, on imagine que le côté pédagogique, préventif de la loi va être plus efficace et que les internautes vont comprendre que pour financer la création dans notre pays, il faut télécharger légalement et que s'ils continuent à télécharger illégalement après plusieurs avertissements, ils se mettent en danger d'avoir éventuellement une sanction judiciaire. Un an plus tard, bilan et perspective par Maud Guillaumin, Raphaël Boussa et Fred Sarragozzi. Le ministre de la Culture a beau saluer les vertus de la loi Internet et création, son application pose problème. L'envoi des premiers mails d'avertissement pour les internautes téléchargeant illégalement était prévu pour juin, mais il reste des décrets d'application à publier avant que ces envois ne soient possibles. Car l'internaute devra sécuriser son ordinateur et installer un logiciel pour prouver qu'il n'a pas pu pirater, une mesure compliquée selon ses détracteurs et qui serait dépassée aujourd'hui. Adopi était dépassé avant même que ça commence, puisqu'ils avaient choisi de cibler uniquement les échanges pair à pair, à un moment où il y avait déjà une vingtaine de façons d'échanger des contenus. Alors une des façons les plus simples, c'est l'échange de clés USB. Quand on échange avec les tailles des clés USB aujourd'hui, on n'échange pas seulement un morceau, comme sur les réseaux pair à pair, on échange des collections. Et les moyens de s'approprier des œuvres illégalement sur Internet sont multiples pour les inconditionnels du web. Qu'importe, expliquent les promoteurs d'Adopi, la haute autorité pour la diffusion d'œuvres et la protection des droits sur Internet, chargée d'envoyer les courriers aux contrevenants. Pour eux, la loi adoptée a des dispositions législatives adaptées aux évolutions de la piraterie. La loi n'a pas vocation à s'appliquer à une technologie en particulier. Ça a vocation à lutter contre la contrefaçon qui opère sur les réseaux. Et il y a des dispositions dans cette loi qui permettent d'apporter une réponse à la piraterie, quelle que soit la technologie utilisée. Les partisans d'Adopi se réjouissent d'ailleurs de voir leurs voisins européens leur emboîter le pas. Récemment, le Parlement britannique a adopté la loi sur l'économie numérique. Comme en France, pour lutter contre le piratage, la loi prévoit un système de sanctions graduées allant de la baisse du débit à la coupure de l'accès au web. Des décrets d'application pas toujours publiés, de nouveaux problèmes en perspective pour Adopi, Maud. Et oui, puisque la société TMG aurait été piégée. Elle devait mettre en place, pour le compte de la haute autorité, des hameçons pour attraper justement les pirates sur les serveurs de téléchargement illégaux. Mais les fichiers hameçons, ces fichiers qui sont particulièrement surveillés, eh bien, ont été publiés par un blogueur qui a fourni la liste des artistes à éviter, comme Michael Jackson ou Daniel Balavoine. Et puis parmi les films, des films comme Micmac attire l'arigot. Oui, mais cette information, TMG la dément. Oui, alors en effet, la société estime que cela ne correspond à rien. Mais cette affaire intervient tout de même après la publication par l'Université de Rennes d'une étude publiée en mars qui dit que les internautes ont modifié leur style de piratage et cela avant même l'entrée en vigueur du dispositif de riposte graduée. D'ailleurs, pour Philippe Aigrin de la Quadrature du Net également, eh bien, cela prouve que l'industrie phonographique doit se moderniser au lieu de courir après les fraudeurs. Écoutez-le. L'industrie phonographique n'a pas inventé un nouveau modèle adapté à la situation des œuvres sans support. Alors, face à face, déjà cité Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Et Jérémy Zimmermann, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut faire un premier bilan, vous qui avez été rapporteur de la loi? Écoutez, les décrets d'application vont arriver, il y en a un certain nombre qui sont sortis, et l'Adopi sera techniquement prête au mois de juin pour envoyer les premiers emails d'avertissement. Mais déjà, le débat qu'il y a eu dans notre société au moment du vote de la loi a eu des effets positifs sur le téléchargement légal de musique, puisque par exemple au premier trimestre 2010, c'est plus 24% de recettes pour la musique enregistrée sur Internet, dont 50% pour le téléchargement légal. Et donc, ce qui nous avait été dit, c'est que jamais il ne pourrait y avoir un marché légal sur Internet de consommation de musique et de cinéma, et que donc ce qu'on faisait, c'était pas pour financer la création, mais pour embêter les internautes. C'est déjà démenti par les faits, et qu'il y a un vrai marché qui se met en place légalement sur Internet pour financer la création. Alors ça, c'est pour le téléchargement légal. Il y a une question qui vous est posée sur le téléchargement illégal. Sait-on si cette loi a déjà eu un impact sur le téléchargement illégal? Oui, d'une certaine façon. Est-ce qu'il a baissé Vous savez, cette loi, c'était pour dire aux Français, on a bien compris qu'aujourd'hui, on consommait de plus en plus les biens culturels sur Internet.
et qu'on leur disait simplement allez sur des sites légaux pour financer la création. Et on voit bien que le message a déjà commencé à être entendu. Et avec la montée en puissance de la loi, avec l'envoi des premiers emails, qui sont des emails pédagogiques, avant même l'éventuelle suspension de l'accès Internet, puisque c'est la sanction ultime, nous sommes convaincus qu'il y a le marché Internet de téléchargement légal de musique et de cinéma va exploser et va donc financer la création qu'on a si besoin. C'est une clé essentielle pour conserver dans notre pays notre exception culturelle. Alors vous dites « nous sommes convaincus ». Est-ce que vous acceptez ce « nous » ? Je ne partage pas tout à fait l'analyse du rapporteur Riester. Je suis content de savoir qu'il est satisfait des résultats de l'Hadopi avant même qu'elle soit mise en œuvre. Bon, pour nous, elle est impossible à mettre en œuvre. Les derniers décrets d'application sont absolument impossibles à écrire parce qu'ils ne correspondent à aucune réalité technique. Quand il s'agit de sécurisation de l'accès contre le partage d'œuvres sur Internet, comment sécurise-t-on un accès contre le partage d'œuvres ? Personne n'a été capable de le dire. En réalité, il ne s'agit pas de sécuriser, mais de contrôler l'usage privé qu'ont les gens de leurs ordinateurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est complètement intolérable. Et en tout cas, ce qu'énonce le rapporteur Riester prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la sanction absurde et disproportionnée de la coupure d'accès à Internet pour que les industriels du divertissement trouvent des modèles économiques, rencontrent une demande, rencontrent des clients et fassent du chiffre d'affaires. Entre-temps, c'est vrai que le débat aura été utile. Le débat aura surtout permis de faire comprendre à chacun l'importance qu'avait Internet et l'accès à Internet aujourd'hui dans nos sociétés, pour l'ensemble des aspects de notre société. J'ai d'ailleurs un cadeau que j'aimerais remettre au rapporteur Riester ici. Ça sur la corruption. Oui, presque. Une tentative de corruption. Justement, il s'agit on est dans la sphère non marchande ici, comme dans les échanges sur Internet. C'est le point 12 de la décision du Conseil constitutionnel au sujet de la loi Hadopi. Donc ça va. On l'a imprimé avec une presse imprimée du 19e siècle. Ce point 12 dit qu'aujourd'hui, l'accès à Internet est indispensable à la liberté d'expression. Et donc la loi Hadopi numéro 1 que vous avez défendue, monsieur Riester, était manifestement une entrave aux libertés individuelles et une entrave à la liberté d'expression. Cette coupure de l'accès à Internet par une autorité administrative était, selon le Conseil constitutionnel, c'est plus le cas. Une entrave à la liberté d'expression. Donc voilà jusqu'où on a été prêt à aller pour servir l'intérêt de ces industries et passer cette loi de lobby. Et de toute façon, elle ne servira à rien. Bon, comme d'habitude, on est dans la caricature, on est dans l'intoxication. D'abord, il y a une décision du Conseil constitutionnel, dont acte, c'est un juge qui prononcera l'éventuelle sanction de suspension de l'accès à Internet. Vous l'avez quand même défendu, cette loi. Attendez. Première chose. Deuxièmement, arrêtons de dire les industries, les majors. Derrière, il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans notre pays pour créer la musique, pour créer du cinéma, pour créer des livres. Et nous avons besoin, collectivement, de protéger cette propriété intellectuelle et leur droit à toucher une rémunération liées à leur travail. Je crois qu'on peut collectivement se dire que si on veut continuer dans notre pays, avoir une exception culturelle, avoir des femmes et des hommes qui travaillent dans ces filières, il faut les protéger. Et que pour développer les fameux modèles dont vous parlez des industries culturelles, il est important qu'il n'y ait pas à côté des produits qui sont proposés légalement sur Internet, une concurrence déloyale, c'est le téléchargement illégal. Alors on a été pionniers dans notre pays parce qu'on a une tradition d'exception culturelle dans notre pays et on voit bien qu'il y a un grand nombre de pays, la Grande-Bretagne, demain l'Allemagne et l'Europe qui se met même à réfléchir à la solution que nous avons préconisée, qui est une solution avant tout pédagogique, expliquer pourquoi il faut télécharger légalement et éventuellement avec une sanction, une espèce de d'épée de Damoclès pour inciter les derniers récalcitrants à comprendre qu'il est nécessaire de respecter la loi sur Internet pour financer notre création. Alors, là encore, on n'a pas les mêmes sources d'informations, monsieur Riester. Je n'ai pas entendu parler d'un tel projet de loi en Allemagne. Mais personne ne s'oppose à ce que les artistes et les auteurs soient rémunérés pour le fruit de leur travail. Maintenant, le discours que vous tenez est exactement celui des lobbies et des industries du divertissement qui part du principe que le partage d'œuvres sur Internet entre individus nuit à la création, que le partage d'œuvres sur Internet cause systématiquement des ventes perdues. Eh bien, ceci est faux. Ça a été prouvé par des études du gouvernement néerlandais, du gouvernement canadien. Et deuxième cadeau que j'ai pour vous, monsieur Riester, j'ai de la chance. Une étude de la Cour des comptes américaine qui démontre que les seuls chiffres, tous les chiffres que vous avez balancés en hémicycle, les seuls chiffres qui proviennent des industries sont complètement bidonnés et qu'il n'y a pas moyen de sérieusement prouver un impact négatif du partage d'œuvres entre individus sur le marché du disque et sur le marché du film. Alors maintenant qu'il y a des études qui prouvent le contraire, qui prouvent que les gens qui partagent le plus d'œuvres sur Internet sont aussi ceux qui achètent le plus, que sont ceux qui vont dans le plus de concerts, le plus d'entrées en salle, qui achètent le plus de produits dérivés, il est grand temps
de changer de cap. Il est grand temps d'oublier l'erreur de Hadopi et de prendre en compte l'accès à Internet et le formidable potentiel pour la participation à la vie culturelle, à la vie démocratique qu'il offre pour nos concitoyens. C'est intéressant, pardon. Et d'accompagner cette révolution plutôt que tenter de combattre vainement des usages qui sont répandus. Tout le monde partage des œuvres sur Internet. C'est intéressant tout le monde le fait. Le choix des mots. Tout le monde, vous dites téléchargement illégal et vous dites partage d'œuvres. Bien sûr, il s'agit de déjà partage. sur les mots, il y a... Bien sûr. Mais attendez, d'abord, il existe dans notre... La culture, ça se partage. Il existe dans notre droit la possibilité de copier à titre gratuit un certain nombre d'œuvres. Ça s'appelle l'exception pour copie privée. Vous pouvez, à votre frère, à votre sœur, à quelques amis, copier des disques ou des films que vous avez. Mais ça existe Internet, dans le droit. Mais de là à le mettre à disposition à des milliers de personnes, sans qu'en contrepartie il y ait un prix, et donc sans qu'en contrepartie il y ait une rémunération pour celles et ceux qui contribuent à créer la musique et les films, on pense que là, c'est un vrai problème. Messieurs, il y a la discussion philosophique et politique, et puis il y a aussi des questions très concrètes. Oui. Alors, par exemple, celle d'un téléspectateur, comment se fait le repérage des internautes qui téléchargent illégalement ? Alors, ce sont les TMG, des polices privées de l'Internet. Oui. Pour répondre simplement. Voilà, caricature, et je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Ce sont des agents assermentés qui sont mandatés par les ayants droit, donc les artistes et leurs sociétés qui les représentent, et les sociétés qui les représentent, pour identifier les adresses IP qui téléchargent illégalement. Et ensuite, ces adresses IP sont transférées à la Hadopi, qui rapproche ces adresses IP des titulaires des accès Internet correspondants auprès des fournisseurs d'accès Internet. Donc, et en fonction de ça, privées. donc le tout évidemment dans des protocoles validés par la CNIL, sous contrôle de la CNIL, etc. Et ensuite la Hadopi, qui est une autorité administrative indépendante, comme l'est la CNIL, comme l'est la HALD, et qui envoie des emails d'avertissement ou des lettres recommandées dans un premier temps aux titulaires des accès Internet qui ont téléchargé illégalement, et ensuite éventuellement, après plusieurs avertissements, au moins 2, transmet le dossier au parquet, c'est-à-dire à la justice, pour qu'éventuellement un juge prononce une sanction qui peut être une suspension de l'accès Internet. J'évoquais tout à l'heure vous allez répondre. J'ai évoqué tout à l'heure le jeu du chat et de la souris. On dit que les internautes sont tellement inventifs qu'ils contournent en fait... Il existe déjà des dizaines de moyens différents de contourner l'Hadopi. D'ailleurs, l'Hadopi ouvre un nouveau marché du contournement de l'Hadopi. Des gens qui vont aller payer 5 ou 10 euros par mois pour un tunnel, un accès VPN ou des choses comme ça, qui au lieu de payer des entrées au ciné ou des CD ou des DVD, vont aller acheter du contournement de l'Hadopi. Déjà, bravo l'Hadopi. Maintenant, il y a des anti-radars sur la route, il y a des anti-radars pour détecter sauf que ça, les radars. C'est totalement sûr. Mais utiliser un VPN, vous en qu'une IP qui est absolument pas détectable. Toute loi peut être contournée. Laissez-moi terminer. Notre objectif, c'est absolument pas d'éradiquer le téléchargement illégal. On a compris votre objectif. Non, c'est de ne pas télécharger illégalement. C'est quelque chose de grave ici dans ce que vous dites. Vous venez de dire qu'il s'agissait de sociétés privées, de représentants des auteurs et des artistes qui faisaient le repérage sur Internet, la surveillance des réseaux publics et la collecte de preuves, avec des guillemets, parce qu'il va falloir me démontrer qu'une adresse IP en soi est une preuve. Et donc on a des sociétés privées qui vont surveiller le réseau et collecter des preuves. Ça, dans un état de droit, c'est une mission de police. Et quand on confie ça à des acteurs privés, il s'agit de police privée. On n'est pas dans la caricature. La caricature, c'est le projet de loi que vous avez défendu. Okay. C'est le fait de donner à des polices privées le droit de contrôler les réseaux. Et d'ailleurs, cette logique-là, elle va encore plus loin. Messieurs, vous avez parlé de partage d'œuvres. Partagez la parole l'un et l'autre. Voilà. Mais attendez, il y a une question aussi, très concrète. Que se passe-t-il si mon voisin utilise ma connexion Internet pour télécharger illégalement des fichiers ? Si vous avez... Alors d'abord, c'est une vraie problématique dans notre pays, la question du piratage, là pour le coup, des accès Internet. Et il y a un vrai enjeu de société, là aussi, pour sécuriser les accès Internet de nos concitoyens. Et donc, la loi sanctionne que les titulaires des accès Internet... pourra sanctionner après plusieurs avertissements le titulaire de l'accès Internet s'il n'a pas prouvé au juge qu'il n'a pas mis tout en œuvre pour sécuriser son accès Internet. Et il y a notamment un certain nombre de logiciels, de moyens de sécurisation de son accès Internet. Et donc c'est bien le juge, en fonction des circonstances de l'espèce, qui prendra sa décision. Et donc il faut faire confiance à la justice de notre pays. Ce n'est pas les polices privées qui décideront la sanction, c'est la justice de notre pays. Ça a été le constitutionnel d'ailleurs qui l'a dit très clairement, et on applique la décision du Conseil constitutionnel. Monsieur Riester, vous pourriez nous en citer ces logiciels de sécurisation, ces moyens de sécurisation ? Il y a un grand nombre de logiciels qui sont notamment préconisés par les fournisseurs d'accès Internet. Il n'en existe pas un seul. Il y en a le logiciel qui permet de protéger sa ligne contre le partage d'œuvres, il n'existe pas un seul, c'est pour ça qu'il n'y a pas les derniers décrets.
De quoi? C'est pour ça qu'il n'y a pas les derniers décrets où l'Hadopi va lister. Ils arrivent, ça fait 6 mois qu'ils arrivent. Oui. Et c'est pour ça qu'ils n'y sont pas. C'est pour ça d'ailleurs que l'Hadopi est complètement piégé. Bon. Parce que d'un point de vue technique, ces logiciels sont impossibles à écrire. C'est des logiciels qui vont vous empêcher de cliquer sur un torrent, de lancer la mule, de faire quoi? C'est des logiciels qui vont vous protéger contre vos gamins, c'est des logiciels qui vont vous empêcher de brancher un deuxième ordinateur sur la Freebox. Monsieur Zimmermann, on n'a jamais dit qu'on allait éradiquer le téléchargement illégal, parce que toute loi peut être contournée et il y aura toujours des petits malins pour le faire. Il y aura toujours des petits malins pour le faire. Ce qui compte, c'est que massivement nos concitoyens utilisent des moyens légaux pour télécharger et consommer des biens culturels sur Internet. C'est ça, ce qui permet de financer la création de notre pays. C'est aussi simple que ça. Et on voit bien que le débat qu'il y a eu depuis des mois sur ce sujet-là a déjà contribué à modifier les mœurs et à modifier les habitudes de nos concitoyens. Et donc ça va compter. Oui. Écoutez, ce qui compte, c'est évidemment de rémunérer les artistes et les créateurs, mais ce qui compte, c'est d'arrêter de faire peur avec Internet. C'est vous qui faites et d'arrêter cette politique. Écoutez, la politique du gouvernement en ce moment, dès qu'on parle d'Internet, c'est pour parler des pédophiles, des nazis, des terroristes, des pirates, alors qu'Internet est le plus formidable progrès pour la diffusion de connaissances humaines. Donc au lieu de combattre Internet comme ça, comme vous essayeriez de vider la mer avec une petite cuillère, ce qui compte, c'est d'inventer les nouveaux modèles qui permettront de financer la création tout en respectant ces nouveaux usages et d'encourager la création plutôt qu'essayer de préserver il y a une vraie différence dans ce domaine. C'est que moi, je suis convaincu comme vous que c'est un formidable outil de communication, un formidable outil d'échange. Mais en même temps, je pense que comme tout espace public, parce que c'est un espace public, il doit être régulé. Et qu'on a bien vu, d'ailleurs dans les finances, on avait des gens comme vous il y a quelques années qui nous expliquaient que la finance mondiale, il fallait que ça soit totalement libre, que c'était formidable, etc. Eh bien aujourd'hui, on a vu les dégâts auxquels ça conduisait. Eh bien, je pense que Internet, effectivement, doit être régulé et que la liberté doit être conditionnée aussi au respect d'un certain nombre de droits. Les droits des uns ne doivent pas être au détriment des droits des autres. Et je crois que le droit de la propriété intellectuelle est un droit fondamental qu'il faut absolument préserver, y compris sur Internet. C'est pas aux industries du divertissement, ni à des polices privées de gérer ma liberté d'expression et mon droit à la vie privée sur Internet. Merci messieurs, en tout cas bel échange qui témoigne de belle santé démocratique de ce pays. Disons ça. Merci d'avoir partagé ce moment-là. Merci Paul. Je vous ai laissé faire d'ailleurs. Nous resterons jusqu'au bout fidèles à l'esprit de cette émission spéciale sur des événements oubliés des médias, ou en retrouvant des hommes ou des femmes oubliant les médias. Que sont-ils devenus? La question vaut pour François Léotard, leader politique des années 80-90, présenté à l'époque comme le Kennedy français, mais retiré désormais dans ses terres varoises et consacrant